Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Franck Gaillard. Bonjour. Bonjour, qui est Cloud Solution Architect IA chez Microsoft. En première question, est-ce que toutes les IA génératives fonctionnent de la même manière? Alors, quels que soient les fournisseurs d'IA générative, en fait, on va s'appuyer, alors je ne vais pas être trop technique, à ce qu'on appelle des modèles de fondation. Donc c'est un vrai paradigme, en fait, un vrai changement en termes d'algorithmie. Auparavant, lorsqu'on crée un modèle d'intelligence artificielle, si je prends un exemple simple, on voulait reconnaître des objets sur une image, reconnaître des véhicules sur une image, il fallait qu'on ait labellisé une très grande quantité d'images sur lesquelles on aurait entouré la zone pixelisée qui correspond à un véhicule, par exemple, et on aurait mis le nom du véhicule, voiture, automobile, etc. Et ce grand paradigme aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de labelliser. Ça veut dire que ces nouveaux algorithmes, en fait, vont s'auto-labelliser tout seuls, ce qui va nous permettre, en fait, de mélanger différentes sources de data, que ce soit de la vidéo, de l'image, du texte, sans labelliser, en gagnant énormément de temps. Donc ça, c'est la base, je dirais. Alors après, toutes vont s'appuyer sur cette base-là. Après, en fonction du domaine d'usage de l'IA générative, eh bien, il y aura un entraînement qui va être spécifique. Et elles vont toutes s'appuyer sur les mêmes algorithmes qu'on appelle les réseaux de neurones, par analogie aux neurones humains. Voilà, donc je dirais qu'elles ont une base commune, et après, les différenciations vont se faire par rapport au cas d'usage. Qu'est-ce qui explique qu'elle progresse aussi vite? On a vu entre ChatGPT 3, 4, des progrès spectaculaires. Comment ça s'explique que ce soit aussi rapide? Alors je sais pas si j'ai la réponse à ça, mais ça tombe bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va très très vite. Alors, on parlait de ChatGPT, ça fait un peu plus d'1 an juste que ChatGPT est sorti. Alors, ce qui a fait le gros buzz autour de ChatGPT, il y a plusieurs choses. C'est qu'à la fois, ChatGPT concerne les particuliers, donc c'est-à-dire la population, le monsieur, vous, moi, enfin n'importe qui, et les entreprises. D'accord? Donc c'est ce qui fait la particularité de ce type de modèle. Et pourquoi? Parce que les modèles, les LLM, donc les Large Language Models, en fait, pour les interroger, eh bien, on n'a pas besoin de connaître un code particulier. Alors après, pourquoi ça va si vite? Je pense que il y a énormément de recherches par rapport déjà aux premiers résultats qu'on obtient. D'accord? Donc déjà, il y a des résultats qui sont hyper bluffants. Que ce soit sur la traduction automatique, la génération de contenu, tout ce qui est recherche documentaire, qui font partie des cas d'usage aujourd'hui les plus sollicités autour de l'IA générative. Les synthèses de texte. Exactement, les synthèses de texte, email, etc., les copilotes. Il y a énormément de choses, et ça touche toutes les applications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le profil de l'individu en entreprise, il va pouvoir bénéficier en fait de l'IA générative, des apports de l'IA générative, qui soient simples, pas simple, pas un sens péjoratif, mais qui soient développeurs, programmeurs ou utilisateurs final d'Office 365, eh bien, il va forcément utiliser quelque part de l'IA générative qui va être derrière. Et autre point qui explique ce développement, vu ces premiers résultats qui sont pertinents, et je dirais même parfois assez époustouflants, mais de nombreuses startups se développent, et beaucoup d'entreprises donc croient dans l'IA générative et vont donc investir. Propose des solutions. Nous on le voit, mon côté partenaire, il y a énormément de startups aujourd'hui que Microsoft accompagne autour de l'IA générative, parce que c'est pas une mode. Ça va forcément changer notre façon de travailler. Et là, on en est qu'aux prémices. Quelle est la différence entre les solutions, je dirais, grand public et les solutions entreprises? Bonne question. Alors, les solutions grand public, lorsque vous allez interroger un ChatGPT chez vous, par exemple, avec Bing, vous allez poser des questions, et puis le modèle va répondre. D'accord? Il va répondre parce qu'il a appris. Il a appris énormément de choses qu'il a trouvées sur le web. Alors, la principale différence, c'est qu'en entreprise, on va avoir d'autres contraintes liées à la sécurité des données, liées aussi si je prends un exemple d'utilisation d'IA générative pour faire un chatbot qui va répondre à des questions de support technique, par exemple, pour aider les agents de support, on va utiliser la connaissance de l'entreprise comme source documentaire. On ne va pas utiliser le LLM pour ce qu'il a appris, mais uniquement pour sa capacité à formuler un langage naturel
Mais on va lui dire, la réponse, tu vas la chercher là où je te l'ai dit, dans ce corpus documentaire. Si tu ne la trouves pas, tu me dis que tu ne sais pas. Les entreprises disent, je vais utiliser mes données pour le rendre intelligent techniquement. Et du coup, la question c'est, mais mes données, elles vont partir sur le cloud et elles vont être chez les autres. Non, alors quand on est dans Azure, vos données sont sécurisées. Ça veut dire que toutes les données que vous allez mettre dans le prompt, toutes les questions que vous allez poser, les réponses qu'il va faire, en fait, il ne va pas les utiliser pour entraîner les modèles. Alors il y a plusieurs points au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser vos données pour améliorer la qualité des modèles que Microsoft propose. Donc ça, ce n'est pas fait. Et puis surtout, il y a la sécurité de vos données. C'est-à-dire que vos données les réponses ne vont pas filtrer à l'extérieur de Azure, de votre tenante Azure. D'accord ? Donc là-dessus, il n'y a aucune crainte à avoir sur la sécurité de vos données. Vous allez déployer une version de GPT-4. Ça va être votre modèle que vous avez déployé qui va être pour vous, dans un contexte défini. Il n'y aura que les personnes autorisées à y accéder qui accéderont à ce modèle. Ça veut dire que si je fais un autre déploiement de GPT-4, ce que le premier a appris, l'autre ne le sait pas puisque c'est un nouveau déploiement. On repart de zéro. Donc, quelque part, une fois que le modèle est déployé, il appartient uniquement à ceux qui ont accès, à qui on a donné l'autorisation d'accéder à ce modèle. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut être déployé sur un cloud privé ou on-premise sur des outils serveurs internes? Ce qu'il faut savoir, c'est que les LLM, leur nom Large Language Model, aujourd'hui, on ne peut pas déployer un LLM on-premise parce que ça demande trop de puissance de calcul pour faire ce qu'on appelle l'inférence. Donc l'inférence, c'est envoyer des données au modèle et lui nous renvoie une réponse. La tendance qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Model. Donc le Small Language Model, c'est quoi ? C'est un modèle d'IA générative qui va être plus petit en termes de nombre de paramètres, mais qui va être entraîné sur des tâches spécifiques. Alors on ne pourra pas lui parler de tout, comme on peut faire aujourd'hui avec un GPT, où on pose toutes les questions qu'on veut, il y aura une réponse. Là, ça sera très ciblé. Alors ça peut être un chat GPT pour la traduction automatique, par exemple, un chat GPT pour faire de la génération d'images. On va le contextualiser, le spécialiser, merci, dans un contexte métier. D'accord ? Et là, on pourra le déployer on-premise. Donc si j'ai un salarié qui me dit je veux utiliser ChatGPT, et il vaut mieux qu'il utilise Bing pour être dans Microsoft et Azure, c'est ça ? Il vaut mieux qu'il utilise Bing Enterprise, donc qui repose derrière sur du ChatGPT. Et là, on est sûr que les données ne transiteront pas dans le web, ne seront pas partagées. Très bien. Bon, mais merci beaucoup pour ces réponses et on se retrouve tout à l'heure pour un autre épisode. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.